La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui va souffrir. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, le podcast de la Voix des Bulles qui vous chronique 4 BD par semaine. Je suis One A Pied. 4 BD par semaine. Et pour m'accompagner, parce qu'il ne peut pas s'obliger de dire une connerie dès les débuts de chaque émission, il y a Tizak. Salut Ti. Non, c'est pas moi. Voilà, nous avons Thio à mes côtés qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus sage. Bonsoir. On sent l'expérience. Là, il a atterré, là. Il a atterré surtout. Et Guillaume, notre libraire favori, qui nous arrache, qui vit en partie grâce à nous. Et il nous aime. Merci. Tu vois, ton paquet de riz, c'est nous. Oui, c'est Ouais. ça. Mais j'en prends note. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie tout le temps. Dans cette émission, nous allons vous parler de bande dessinée et nous allons commencer par parler de No Corps Alchimiques, puis de Solo Leveling. On continuera en parlant des 2 tomes de The Old Guard, puis de l'intégrale tome 1 de Capricorne. On finira par un œil sûr où je vous parlerai de Ted Lasso. Voilà, c'est un programme Mais tu l'as bien dit, bien articulé. clair, précis, où j'ai presque fait un accent anglais correct, car si vous n'avez pas l'habitude de m'entendre, vous pouvez le savoir que mon accent anglais est soit très mauvais, soit pas terrible. Et c'est pas dans le conducteur. Ouais, je sais, parce que j'ai oublié de le mettre. Voilà, c'est la surprise. J'ai dit que ça serait plein de surprises. C'est ces premières émissions de l'année. Et Il on a mis le commence blanco, mais sur l'écran. tout de suite avec joie et bonheur. Nos Corps Alchimiques, une bande dessinée de Thomas Gilbert chez Dargaud pour 24 €, dont il va nous dire beaucoup de choses. Mais je l'ai lu, ça aussi. Pourquoi c'est pas noté? Merci, Guillaume. Donc, Nos Corps Alchimiques, tu as lancé le chrono. Non, il faut que je le fasse. Eh oui, c'est mais important. voilà. Alors, parce qu'en plus, tu lances Alors, l'émission, t'as pas rappelé qu'on a tout ça, des Ouais, nouveautés, allez, vas-y, chrono, vas-y, notamment c'est le chrono, parti. quoi. Donc, Nos Corps Alchimiques de Thomas Gilbert. Thomas Gilbert fait tout. Scénario, dessin, couleur. Ça voilà. explique bien des choses. Ça explique bien les choses. Alors, nous allons suivre plusieurs personnages, 3 personnages en l'occurrence, Anis, Sarah et Camille. Camille, c'est le centre de tout ça. Camille a un projet fou, réunir les 2 grands amours de sa vie, les amener dans une expérience absolument inédite pour fusionner ensemble, créer une nouvelle ère. Une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité. Ça pose quand même un cadre assez fort. Hein. Ah ben là, On n'est pas sur il y un a de petit l'ambition. projet, je veux faire un qui est avec des personnages d'un livre. Quoi. Tu vois, on est sur un vrai projet. Spécial Ouais, mais dédicace. au moins, le sien, il est fun. Merci Guillaume. Voilà. Disons que là, il n'y a que 3 personnages. Faire un qui est, ça serait très compliqué. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Vas-y. Vous allez devoir me rajouter du temps parce qu'à chaque fois vous digressez. Mais là, t'es cherché aussi. Vas-y, poursuis. On suit donc 3 personnages. Je viens de vous parler de Camille. Notre personnage que l'on suit, c'est Anis. Anis a embarqué à bord d'un train direction l'Italie. Il effectue son trajet. Il relit les lettres qu'il a reçues, la lettre qu'il a reçue de Camille pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. La dernière fois qu'il a eu des nouvelles, c'était quand même il y a 9 ans. Donc recevoir une lettre comme ça, décider de partir au débeauté, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais il en a gros. Il en a gros. Et donc, il décide quand même de rejoindre ce Camille et il ne peut s'empêcher. C'est quand même plus fort que lui. Il a absolument besoin de savoir le pourquoi du comment et il y retourne. C'est un peu comme remettre la main dans le feu quand on a déjà goûté à ça. Camille, c'est quand même une vieille histoire d'amour, une histoire passionnelle, une histoire destructrice qui a laissé des traces assez profondes. Parallèlement à ça, nous avons le 3e personnage qui s'appelle donc Sarah et qui, elle aussi, effectue ce trajet. Elle aussi a reçu la même lettre qu'Anis et elle aussi, pour à peu près les mêmes raisons finalement, va décider de les rejoindre, mais elle n'en retire pas un souvenir totalement destructeur. Elle était un petit peu le ciment dans tout ça, elle était un petit peu le baume dans tout ça, et elle aimerait bien retrouver cette ambiance à 3. Et donc les regards se croisent, les souvenirs remontent à la surface et les éléments destructeurs refont de nouveau leur apparition. Mais Camille, dans tout ça, avait prévu son coup et assaisonne un petit peu sa petite tambouille pour savoir comment Anis va réagir, comment Sarah va gérer Anis et comment Camille va réussir à manipuler Sarah. Le petit trio amoureux. Voilà pour ce qui est censé être le pitch.
pour créer Mais une. ce qui est censé. Il commence comme- Merde, attends, ça veut dire- là, t'as pas fait le pitch? Si, mais Ah, ok. pardon, c'est censé être le scénario pour créer une nouvelle humanité. Et donc voilà. Alors l'auteur, en l'occurrence, avait déjà sévi, mais positivement, sur Les Filles de Salem en 2018, de bonnes critiques, de belles illustrations. Plus récemment, À la croisée des mondes en BD. Donc des projets quand même assez Philippe Pullman, c'est ça? assez sympa. Et donc là, scénario, dessin, couleur, et moi j'ai été interpellé tout de suite et par la 4e de couve avec ce scénario qui tient quand même de belles promesses, et un dessin qui m'a vraiment interpellé sur la couverture quand j'ai feuilleté les pages, et donc j'ai été vraiment... voilà, moi ça m'a beaucoup plu. Et j'ai été attiré par le côté graphique. Et puis ensuite, à la lecture, oui, j'ai oublié, pardon, au dos, il y a marqué quand même le Centre national du livre. Et c'est quand même gage de qualité, quoi. Le CNL, oui. Ouais. Bref, toujours est-il Non, que... ça veut simplement dire qu'il a réussi à avoir une subvention. Ah bon, tu crois que... Bah, Ah, il enfin, a bien vendu son projet. Regarde, bien c'est vendu la preuve son qu'il a acheté. Exactement. C'est un vrai commercial. Et donc on a vraiment un roman graphique qui est superbe. Et moi je trouve qu'esthétiquement c'est une franche réussite. Il y a vraiment de belles choses qui sont proposées. Malheureusement, au niveau du scénario, quand on arrive au bout de tout ça, on se dit tout ça pour ça. Et ça m'a un petit peu déçu, j'en attendais beaucoup, la promesse était belle et malheureusement je trouve que scénaristiquement parlant, elle n'est pas tenue. Voilà, ça me désole un petit peu de devoir le dire parce que esthétiquement, pour moi, c'est vraiment très 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 chouette. Tu récits, tu commences. Il n'y a que pour toi jusqu'ici qu'on a eu droit au tic-tac, mais tu le gères super bien. Raymond Burr, si tu nous entends. Bien, oui, nos corps alchimiques, ça a fait beaucoup débat avant même le début de l'émission, parce qu'effectivement, on a tous trouvé... J'en ai pris plein la gueule, parce que c'est moi qui l'ai acheté, celle-là. Et qui nous a forcé à le lire. Plein la gueule. Et qui nous a forcé à le lire, parce que oui, effectivement, le dessin donne très envie. Le truc, c'est que quand tu as lu nos corps alchimiques, que tu as essayé en tout cas, parce que moi je l'ai pas fini, et qu'après tu nous passes entre les lignes dont on a parlé la semaine dernière, tu vois entre les lignes et tu dis oh putain, encore un pavé, il fait chier ce Thierry. Et des fois, tu vois, on a des bonnes surprises. Bah, sur nos corps alchimiques, Non. Bah, l'avantage, c'est que moi, du coup, j'ai fait dans l'autre sens. Parce qu'on m'a dit, les cordes alchimiques, tu verras, c'est vraiment chiant. Lis entre les lignes d'abord. Donc, du coup, entre les lignes, c'était vraiment bien. Voilà. Voilà. Moi, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a ce côté très... ce côté alchimie, machin chose, ça me rappelle tous les trucs qui étaient à fond de jeux de rôle sur Néphilim, les trucs qui vont te raconter les chakras, les trucs intérieurs, où on va se reconstruire tous individuellement, en chercher dans les dharmas au fond de notre corps. Tout ce côté mysticisme un peu tordu, qui part en vrille, que se cherchent des personnes qui sont pas bien dans leur peau, qui sont torturées et qui, en fait, trouvent pas de réponse à la fin parce que, voilà. Et qui ont un petit côté pseudo-intello pour dire, tu comprends, moi j'ai une culture, je suis intéressé à tous ces concepts complexes du mysticisme indien et hindou et tout ce que tu veux. Et voilà. Et après, ça fait une super critique dans Télérama et tout le monde dit « Oh, il faut en parler au prochain congrès, nous allons aller. » Psychologie Magazine. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal parce que oui, graphiquement, c'est bourré de bonnes idées, mais narrativement... je sais pas, il faut un doctorat en philosophie ou en je ne sais quoi pour pouvoir adhérer, comprendre et rentrer dans le bouquin, quoi. Non, Alors, je non. pense juste qu'il faut avoir un doctorat en ce qu'il a voulu dire lui. Honnêtement, Ouais. Un doctorat en moi, je me parle à moi-même. Parce que il y a un petit côté, je me fais mon moi, kiff perso. je le trouve hyper hermétique, ce bouquin. L'hermétisme, mais c'est normal, ça parle d'alchimie, c'est de l'hermétisme, Oui, monsieur. mais justement, tu disais, on parle d'alchimie, on parle de machin, c'est trop bien, c'est conceptuel, les chakras, patati patata. Si on avait eu ça dans le bouquin, à la limite, j'aurais trouvé ça intéressant aussi. C'est que même pas, à aucun moment, il nous montre, à aucun moment, il nous explique. J'ai même cru comprendre que certains sigles qu'il utilise dans le bouquin sont supposés vouloir nous dire quelque chose. Oui. J'en ai Et- reconnu quelques-uns ésotériques, Mais des moi, trucs ésotériques très... ça n'a mais pas aucun tous. sens. Je veux Non, dire, ça ne nourrit rien dans le scénario. non, mais puis surtout, si ça a supposé avoir un sens, tu le montres, tu l'expliques, tu lui donnes quelque chose, quoi. Après,
En fait, je trouve, enfin moi, ce qui m'a gêné dans le bouquin, parce que bizarrement, quand j'ai vu la couverture, on reviendra sur le coup de cœur couverture d'ailleurs après. Quand j'ai vu la couverture, quand j'ai commencé à ouvrir le dessin et tout, le bouquin, je me suis dit ah oui, c'est pas toujours les dessins vers lesquels je vais, mais j'aime bien parce que souvent je suis surpris agréablement, etc. Donc j'y suis allé tranquillou. En plus, l'alchimie, moi, c'est un truc qui me plaît bien en général pour le côté entre guillemets fantastique. J'ai trouvé ça inutilement compliqué. Et c'est donc hermétique, il se parle à lui-même. Pour moi, le mec, il s'est juste auto-paluché devant sa masturbation intellectuelle à la con. Je trouve ça intello dans le mauvais sens du terme. Et pourtant, je trouve pas le bouquin si mauvais, mais je trouve ça intello dans le mauvais sens du terme. Ouais, c'est intello creux. Moi, c'est ce qui m'a dérangé, c'est qu'il manquait de fond, il manquait de recherche, il manquait de contenu pour pouvoir aborder ces sujets. Je crois qu'il y a j'ai peur qu'il y ait beaucoup de fond, mais c'est juste que c'est pas abordable et qu'il faut vraiment être à fond dans ce domaine-là pour s'y intéresser. C'est le problème qu'il y a. C'est ça, tu fais pas un truc comme ça. Pas en BD et puis et même en littérature, à moins de le flaguer dans un rayon spécialisé des librairies de littérature générale. Là. Tu fais pas un bouquin comme ça si c'est pas pour le mettre un minimum à portée, quoi. Ça a pas de sens. Enfin, pour moi en tout cas. Je pense qu'il aurait, en gardant l'œuvre telle qu'elle, fallu qu'il y ait une préface, quelque chose qui t'explique, qui te guide, qui te prépare pour que tu puisses comprendre et l'apprécier. Je crois que c'est ça qui manque dans le bouquin. Oui, mais dans ce cas, tu te retrouves dans le même problème que l'art. Si tu as besoin de quelqu'un pour t'expliquer le tableau que tu es en train de regarder, c'est que je trouve que dans ce cas-là, tu as raté, t'as raté le truc. Parfois, tu as besoin d'avoir un minimum de clés. Hein. Oui, mais sauf que là, si tu veux, moi, je me suis retrouvé... Alors, je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas détesté. Je suis totalement indifférent au truc, en fait, quand je l'ai lu. Moi, ça me faisait penser à des bouquins que j'ai trouvés dans la bibliothèque de mon père qui parlent dans les années 70 de leur des trucs un peu New Age, nouvelle recherche de soi, développement avec la pyramide sous le lit, enfin... Je vous en passe des meilleurs, mais des sortes de trucs ésotériques. Il y a eu des accidents avec ça. Bah écoute, je suis arrivé, voilà. C'est le fils d'une pyramide. C'est peut-être possible, je suis pas certain, mais... C'est ça, le nez, d'accord. Avec quelque part un petit peu des extraterrestres qui sont passés par là. Mais je me suis retrouvé dans ces bouquins qui te mêlaient en fait une sorte de vraie science avec de la fausse science, des vraies infos avec des fake news de l'époque de 70. Et tout ça fait en fait que moi j'ai trouvé ça mais totalement invraisemblable et dénué de sens. Je me suis retrouvé à lire le bouquin et je me suis dit bon, je dois être bête, je comprends pas. Ça me... Et quand je suis arrivé au bout, j'ai dit bon ok, j'ai fini le bouquin. Alors j'ai eu la sensation d'avoir perdu mon temps, mais comme je te disais, il y a des fois où j'ai détesté le bouquin parce que vraiment je me suis fait chier. Là en fait je l'ai lu et je m'en foutais. Voilà, je suis totalement indifférent à ça. Ouais, c'est ce que je retrouve de dommage, c'est ce qui ressort un peu de nos discussions, c'est que l'auteur malheureusement n'a pas essayé de rentrer en communication avec le lecteur. Il s'est un petit peu fait son petit kiff à lui et il essaye pas de rentrer en communication. Et du coup, pour le coup, ça, encore une fois, je trouve que ça manque de fond. C'est-à-dire qu'on a pris la thématique de on s'autodétruit, on prend la thématique de je change de sexe, l'amour, le polyamour et tout ça, et quoi, enfin, pourquoi est-ce que ça marcherait pour quoi que ce soit, enfin, je vois pas en quoi il y a quelque chose de nouveau ou d'alchimique là-dedans, enfin, voilà. Bref, Nos corps alchimiques de Thomas Gilbert chez Dargaud. 240 pages pour 24 €, c'est rentable. Hein. Voilà. Un livre à ne pas mettre entre toutes les mains, mais peut-être que si vous êtes intéressé par tout ce qui est ésotérisme, vous y trouverez du plaisir. Ce n'est malheureusement pas notre cas. Si par contre quelqu'un veut faire un petit lexique et nous l'envoyer ensuite, écoutez, moi je suis preneur. Ou un contre-commentaire, je suis pas contre. Voilà. C'est le petit Albert, je crois. Le petit et le grand Albert, ça serait pour le lexique, pour les connaisseurs. Nous partons maintenant sur quelque chose d'un peu plus léger, avec Solo Leveling de... Je ne vais pas y arriver, mais on va essayer. Shugong Dubu. Je fais exprès de mal le prononcer, parce que de toute façon, je sais que je n'arriverai pas à le prononcer. Alors, c'est Shugong et c'est Dubu. Ah, pardon. Ah, d'accord. Chez Delcourt, pour 14,95 €. Delcourt, c'est l'histoire originale. Shugong, c'est l'histoire originale, et Dubu, c'est le studio qui a fait le webtoon, je crois, c'est ça Peut-être, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas regardé ça. Bref, Guillaume. Donc, Solo Leveling, c'est comme... Ah, ça la française. Elle est bien, là, hein.
C'est donc du webtoon qui fait donc partie de cette fameuse mouvance là assez récente de plein de webtoons qui arrivent dans le commerce par des éditeurs français. Donc là, en l'occurrence, Delcourt sous le label Kabooks. C'est du isekai, en gros. Dans l'idée, c'est qu'on est dans Tu peux remettre isekai. C'est quoi le isekai, s'il te plaît? Alors, oui, j'utilise ça pour faire classe, mais en fait, c'est pas toujours forcément hyper Si clair. c'est Toi, tu c'est viens de pas faire une chaud. chronique de nos corps alchimiques. C'est On ça. le sent, t'as Et, envie de te la péter. En gros, l'idée, c'est d'approcher l'histoire façon, c'est les shonen un peu façon jeu de rôle, où on reprend un peu les mécaniques du jeu de rôle ou du jeu en ligne. Là, assez franchement, là, pour le coup. Ah, Oui, complètement. même le Il y en a énormément en ce moment, c'est très très à la mode, c'est un solo leveling et fait partie de la grande mouvance du moment. Donc là, on est en Corée en 2020-21. Dans cette réalité-là, parfois certains portails apparaissent où il faut que des chasseurs, comme ils se sont baptisés, aillent pour gagner le donjon en gros, parce que si le portail reste ouvert trop longtemps, les monstres peuvent rentrer dans notre réalité. Et ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que tout le monde n'a pas les pouvoirs d'un chasseur, mais les monstres, eux, sont tous balèzes. Donc forcément, ça peut créer de gros problèmes au quotidien. Il y a toute une économie qui s'est montée autour de ça parce que on récupère les loots, on en fait des armures, enfin bref, économie, etc. autour de ça. Des institutions genre l'association des chasseurs pour gérer un peu tout ça, les accès au portail, patati patata, enfin bref. Des guildes aussi pour Effectivement. rassembler les meilleurs joueurs. Il y a tout un tas, il y a toute une économie, tout un cosme qui s'est créé autour de cette réalité-là, et donc certaines personnes qui s'éveillent et League of Legends, quoi. de loin, qui peuvent s'éveiller et donc obtenir des pouvoirs particuliers et devenir des chasseurs. Alors ils sont tous classés par rang en fonction de leur puissance, le plus pourri étant le E et le plus balèze étant le S, voire on l'apprend un peu plus tard le Nation. Tu nous as spoilé, là. Ouais, mais c'est pas, ça gêne pas dans l'histoire. Et donc notre personnage principal est un héros de rang E et qui a la réputation d'être tellement mauvais que quand il se pointe dans un donjon, c'est que le donjon va être facile. Voilà. Et ce donjon-là, malheureusement, il se passe pas aussi bien que prévu. Et en fait, ça merde. Et tout le monde va mourir et il va avoir droit à un deuxième éveil. Sauf que c'est quelque chose qui s'est déjà passé et pour lui, ça se passe différemment. Donc on retrouve les mécaniques à approche jeu de rôle, où tu as telle compétence de tel niveau, etc., etc. Mais là, les chasseurs, normalement, ils ont un rang fixe et ils ne progressent pas. Et pourquoi je vous ai parlé de celui-là, pourquoi après Todag? Parce que pour le coup, celui-là, c'était un gros coup de cœur aussi quand il est arrivé. Et pour l'avoir continué en webtoon, c'est toujours un énorme coup de cœur parce que au niveau du rythme, c'est très bien, c'est rythmé, c'est rapide, ça avance bien. Il pose ses jalons. On a les phases baston, progression, typiquement shonen où on s'éclate bien, où il se lâche complètement au niveau du dessin et on a des scènes franchement assez hallucinantes. C'est tout en couleur, c'est issu du webtoon, c'est comme Todak, c'est tout en couleur. Et en même temps, il y a plein de choses, plein de tiroirs, plein de jalons qui posent et dont il se sert petit à petit parce que on va bien au-delà d'un simple shonen. Il y a énormément de choses qui se passent par la suite et là, j'attends avec impatience le chapitre suivant parce que j'en ai marre d'attendre la suite de l'histoire. Voilà. Donc voilà, pour le coup, celui-ci, à mon sens, ça vaut largement le coup de ne pas passer à côté parce que vraiment bien. Petit bémol par contre, Bout Delcourt, t'as un peu foiré ton impression. Il y a trop de noir et ça rend pas hommage au dessin. Ça a tendance à le ternir alors que franchement ça pète bien. Voilà. Eh bien, merci Guillaume. Voilà, c'est le ding final. C'est beau. J'avoue que moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté vraiment totalement assumé. Tu parlais de Todag, où c'est sous-entendu que dans cet univers extérieur, là, c'est totalement assumé. C'est-à-dire que le héros, lui, a carrément des écrans de stats avec son inventaire, ses équipements, ses quêtes journalières à faire. On est vraiment dans quelque chose qui assume totalement son côté jeu, mais aussi avec une découverte des règles. On voit que le gars, il découvre le jeu, il connaît pas les règles, entre guillemets, au fur et à mesure.
avec Ça fait partie du truc qui est pas normal, justement. voilà, avec un détournement aussi de ces codes-là, qui est plutôt intelligent parfois. Ouais, parce qu'il a découvert le shit aussi. Ouais, Ce qui est un truc, c'est vachement cheaté quand même. ouais, ouais. C'est ça qui n'est pas normal. Voilà, et c'est vrai que... Y aurait-il quelqu'un derrière tout ça? Oui, le shit, c'est C'est ça qui est super intéressant. Je disais, mais de quoi il parle? Donnez-moi la suite. Non, pas la drogue, le cheat. cheat, ouais. C'est dans le tome 2. C'est pas le tome 1 qu'on a le shit. Non, le tome 1, il te met Ouais, il met bien l'ambiance. juste ce qu'il faut. Non, et le tu tome vas- 1, il te met bien. C'est Et dans avec le deux, t'as le un chichon. dessin qui franchement est super efficace. Alors moi, parce que on n'avait pas pu récupérer le bouquin, donc j'ai testé la version webtoon. En webtoon, c'est d'une efficacité narrative qui est terrible, même si on a ce côté très feuilletonnant avec souvent des répétitions des dernières pages au début du tome qui sont un peu chiantes. Ils le font dans la version pas papier. dans- et il me semble pas, non, mais Voilà. j'ai Et envie de dire, les 5 minutes du début, tu les scrolls et puis Voilà. c'est réglé, Et quoi, oui, ça. non, mais et la version BD reprend un côté très classique justement par rapport à Webtoon. C'est ce qu'on perd un peu, parce que moi c'est l'impression que ça donne, au dehors des problèmes de couleur dont tu parles, je suis d'accord. Honnêtement, les noirs j'ai pas sont pris trop le temps. profonds. J'ai pas pris le temps de le relire en format papier. Pour anecdote, quand le représentant m'a présenté Todag, que j'avais déjà découvert par hasard, ouais, c'est bien et tout, je t'en prends plein et tout, et j'ai dit, dis à ton éditeur d'aller chercher les droits de Solo Leveling. Bon ben, c'est pas eux qui les ont eus, et voilà. J'aurais préféré Ça en parce que mord pour les le coup, doigts. au niveau de l'impression, ils sont meilleurs, mais bon. Honnêtement, j'ai pas pris le temps de le relire. Je sais pas comment ça fonctionne, ce que ça rend par rapport au truc après. Ça a l'air très efficace. Hein. Pour en avoir discuté beaucoup avec Hugo, qui lui aussi est très très fan de la série, donc mon collaborateur à la librairie. Il trouve que justement la version papier est très bien faite et très efficace parce qu'il pose les cliffhangers au bon moment, au bon endroit. Ils finissent régulièrement les tomes sur un truc voilà. Alors nous on a lu la suite, donc on se dit putain il est salaud, il coupe exactement au pire moment. Donc ils maîtrisent bien le cliffhanger et tout ça. Donc je suppose que le découpage fonctionne bien. En tout cas, c'est vraiment agréable de le lire de façon scrollée sur l'écran, parce qu'il y a certains endroits, certains moments où la scène, elle s'étire comme ça en longueur sur la verticale. Et voilà, c'est un format qui sert énormément le propos Oui, et moi, ça l'action. m'a vraiment et tout bien ça. pris. Vraiment, ça marche très bien. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, ou j'aurais une dernière question, allez-y d'abord. Moi, je suis limite sur un coup de cœur sur ce machin. Alors, Donc faites comme- sérieux, Tizak a un coup de cœur sur. Ah ouais, un mais écoute, c'est que c'est du bonbon, quoi. Moi, j'ai pris ça. Voilà. Moi, j'ai pris ça pour un bonbon. Ça m'a rappelé quand on faisait du jeu de rôle ou du World of Warcraft, donc on allait se taper des bonbons, des donjons, Des etc. bonbons. Et voilà, tous les codes sont là. C'est que des super souvenirs. Le leveling sur ce genre de jeu, ça reste quand même la base. Bon, tout est dans le titre, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, moi j'ai trouvé ça juste géant de petits souvenirs, et c'est exactement les codes et le plaisir qu'on avait en jouant à ça. Alors moi, je l'ai lu qu'en webtoon et je trouve ça top parce que finalement, ils ont repris les cases du webtoon, mais ils ont réarrangé en planche en fait, et ça marche nickel. Alors que même en mélangeant des fois avec d'autres trucs, en cassant un peu le gaufrier. Moi, j'irais avec Tizak. Je me suis vraiment régalé. En fait, c'est comme tu dis, il y a un très gros côté régressif, mais moi, du coup, j'étais sur mon petit ordi. Tu scrolles. Merde, chapitre suivant. Tu scrolles, chapitre suivant. Tu scrolles. Putain, il est 23h50. Ouais, merde, Ça se lit très bien dans le bus. Non, mais Ouais. j'ai lu 30 ou 40 chapitres en l'espace de 3 jours. Là. Et tu dis, ah merde. Je les ai Moi, mangés, hein. J'ai demandé Ah, à mais ça Guillaume. descend tout seul. J'ai demandé à Guillaume, il y a combien de chapitres dans un album? Et là, il me dit, je crois que j'ai peut-être lu 2 ou 3 C'est ça. bouquins. Moi, la dernière question que j'aurais à te poser, c'est qu'on est sur un format qui fait penser au manga, même si on est en couleur et dans le sens de lecture Oui, européen. ça c'est chinois et coréen, ils donc lisent ça, comme y a nous. pas, voilà. Enfin, on lit comme eux au Par contre, je trouve que d'un point de vue commercial, ça fait des albums à 15 € qui visent un public qui a plutôt tendance à payer 6-7 € ses bouquins. C'est pas quelque chose qui freine le public? Bienvenue chez Delcourt. Enfin, voilà. Le prix me choque pas parce que vu la pagination, la taille, le- c'est même un peu plus grand que du manga. Hein. Alors c'est moi pas le plus moi grand, le c'est prix pourquoi. quand j'ai vu le prix arriver, ça m'a un peu gonflé honnêtement parce que justement je trouve
Je trouve que pour du manga, ça fait trop cher. Maintenant, c'est pas du vol parce que tout est en couleur. Les beaux papiers, ils sont généreux au niveau du chapitrage aussi. C'est pas 5-6 chapitres. On fonctionne avec une dizaine de chapitres dedans à chaque fois. Donc c'est pas du vol, mais c'est vrai que du coup. C'est une question de budget pour la clientèle supposée. Voilà, pour la clientèle. Après, en même temps, la clientèle supposée, réellement, c'est pas 8 ans. C'est plus ado, là, clairement. C'est parce que. Puis regarde-nous, ça nous a plu. C'est ado adulte, enfin adolescent. Mais parce que c'est vu comment ça évolue par la suite, les gamins, ils vont pas s'y retrouver là-dedans. Donc j'ai envie de dire la cible pour moi c'est ça, c'est 15, 16, 17 ans. Donc ça reste un budget, mais oui, après est-ce que ça freine les ventes ? Je suppose que s'il y avait 3, 4, 5 euros de moins, oui, on en vendrait encore plus. Mais honnêtement, on en vend déjà des caisses. Mais je pense qu'à 10 euros, 10-12 euros, ça serait un poil plus proche d'une réalité, quoi. Parce que 15 balles, c'est Mais je trouve ça un peu cher, mais je suppose qu'ils veulent récupérer leur pognon sur les droits qu'ils ont achetés, j'en sais rien. Honnêtement, je suis pas suffisamment dans les petits papiers chez Delcourt pour savoir exactement toute la mécanique derrière, mais bon. Donc Solo Leveling chez K-Books, qui donc mérite son coup de cœur, je le confirme. Un très bon bouquin. T'as réussi. Qui franchement, qui a réussi à faire que Tizak n'a pas aimé un télo de 300 pages et a aimé un truc d'action baston de 300 pages. d'origine asiatique. Ouais, mais c'est ça qui est bon, il y a 168 chapitres. Ah là 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 là. Bon. Mais là, on parlait d'argent, justement. Sachez que nous ne vivons pas que d'amour et d'eau fraîche, même si nous sommes plein d'amour. Nous sommes pleins aussi d'eau fraîche ce soir. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que des fois, il faut qu'on achète des BD, qu'on achète du matériel. Là, on a une webcam qui nous a lâchés. On est triste. On est malheureux. On est en train de réfléchir à s'acheter une petite document caméra pour pouvoir filmer les BD, qu'on vous les fasse feuilleter pour les gens qui sont sur le live. C'est beau, les mecs qui connaissent le nom des choses. Ouais, je sais. Moi, je suis admiratif. Et pour ça, on va réussir à le faire, mais ça va être grâce à Chevron, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal et Boub, merci à vous. Ça va nous aider grandement à améliorer notre dispositif technique. Ça nous aide aussi parfois quand on va en festival à acheter des BD des auteurs qu'on va interviewer, qu'on ne connaît pas forcément. Ça arrive aussi, qu'on découvre sur place. Pendant les quoi, les festivals ? C'est quoi ça ? Ouais, c'est un truc. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps, mais c'était vraiment bizarre. Il y avait des manèges en plus. Ça a tout changé. C'était avant ça. Ouais, voilà. c'était avant. Bref, si vous voulez nous soutenir, donc n'hésitez pas à aller sur Tipeee, Tipeee/La Voix des Bulles, ou alors à cliquer sur les petites vignettes des bandes dessinées dans les articles sur lavoixdesbulles.fr. Ça nous permet de toucher une petite part si vous achetez chez Bubble, qui vous permet de commander directement en ligne chez un libraire, ou alors de voilà, chez un libraire. La Bellerie, rue des Cordeliers, Aix-en-Provence. Pour aller les chercher chez le libraire dans ce cas-là, ou alors de vous les faire livrer chez vous en passant par un peu plus gros fournisseur, mais un peu plus indépendant que Amazon. Voilà. On va te faire un petit jingle à la. C'est toi qui devrais faire nos pubs. Jean Mineur, c'est tu ça, vois, un petit jingle à la Jean Mineur. Ouais, j'ai pas la Jean Tu te Mineur. rappelles pas le ciné garçon qui envoie sa faux dans la cible, machin, au cinéma, tout ça ? On te fait la même chose. La Bellerie Aix-en-Provence, rue des Cordeliers. Je crois qu'il faut qu'on passe à la suite. Oui. The Old Guard. Une bande dessinée. Et là, tu l'as bien prononcé, c'est les bons sons. C'est toujours moche, mais au moins, c'est les bons sons. Bravo. Scénarisé par Greg Rucka. Non, là, t'en fais trop. Dessiné par Leandro Fernandez. Et colorisé par Daniela Miwa. Et là, t'es pas dans la merde avec Daniela et Miwa dans la même truc. Voilà, et voilà, je crois que c'est les couleurs ou l'ancrage, je ne sais plus. Et il y a un coloriste. C'est le lettrage. C'est le lettrage. Oh, il y a même de lettrage sur la couve. Ouais, c'est rare. C'est très très rare. Bref, ça coûte 17,50 € le tome chez Glénat. Il y a une adaptation en film chez Netflix que je n'ai pas vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous pourrez en dire quelque chose pour finir. Mais on lance tout de suite le timer pour que Thio nous dise de quoi ça parle. Eh ben, je vais vous faire un pitch de ouf. Je vais lire en fait la première page de... Putain, le flemmard. Ah ben non, parce qu'en fait, ça place tout. Ceci est un conte de fées teinté de sang et de poudre. C'est l'histoire de 2 femmes et de 3 hommes qui ne peuvent pas mourir la plupart du temps. Ils se prénomment Andy, Nikki, Joe, Booker et Neil. C'est une histoire de temps, d'âge et de période, mais également d'amitié, d'amour et de regret. Voilà.
Ah oui, tu risques pas d'avoir le ding, toi. Ah ben non, moi je suis tranquille au niveau du timing. Donc voilà, on suit donc des gens qui sont immortels et qui ont traversé plusieurs périodes. Donc certains ont connu, on va dire, une vie normale, puis ensuite ils ont découvert qu'eux étaient immortels et que leur amour ne l'était pas. Ils ont vécu des centaines de milliers de guerres au cours de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, des guerres modernes, ils ont tout fait. Et en fait, ils sont une sorte de petite troupe de mercenaires qu'on peut engager pour... alors, pas pour tuer quelqu'un par faire plaisir, mais pour faire des sauvetages ou voilà, pour sauver la veuve et l'orphelin, parce que ils le font contre de l'argent, mais ils sont prêts à le faire de bon cœur. Que s'il y a une sorte de vraie bonne raison pour le faire. Bien évidemment, on ne peut pas traverser désormais le 21e siècle en passant inaperçu avec leurs capacités. Ce qui fait que certaines personnes vont commencer à s'intéresser très très fortement à eux et à ce qu'ils peuvent faire. Alors, moi au niveau du scénario, j'avais vu le film de Netflix avant de lire le comics, mais en voyant que c'était un comics, je me suis dit putain, ça va être peut-être sympa. Puis Greg Rucka, quoi. Puis Greg Rucka, exactement. Mais il y a quelque chose quand même, qui peut être quand même très déstabilisant au niveau du comics, c'est le visuel. Parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Là, je me retourne vers Pierrick. Qu'en penses-tu ? Mais à qui est-ce que ça pourrait bien faire penser comme auteur au niveau du visuel ? Faudrait que tu le montres, en fait. Voilà. Non, moi, non, le visuel, c'est un visuel très lâché, très vertigo hein, dans le ton. Je trouve que ça fait penser à du Peyo. Du Peyo. Ouais. Pardon. Regarde. Désolé, fallait que je la fasse ça. Là, il y a du bleu, je trouve. Ouais, c'est ça. Ouais, moi j'aurais dit que ça fait le même penser Peyo à que... Non, ça fait Russo, penser à Eduardo Risso. Eduardo Risso dans Red Bullet. Red Bullet, c'est à ça que je pensais. En fait, Et c'est quelque chose qui a un gros parti pris. Alors, pour les scènes de violence et de combat, si tu as aimé Red Bullet, moi je trouve que tu te régales parce que c'est super bien fait. C'est efficace. Hein. C'est très efficace. Après, pour tout ce qui est intérêt dans le personnage, ça met un petit peu un frein, je trouve, à avoir un vrai pathos avec eux. Là où la série télé t'en amenait davantage parce que tu avais justement un visuel qui était quand même plus attrayant et t'arrivais mieux à rentrer avec les personnages. Non, mais vraiment, je trouve que entre le comics, et je sais que je ne peut-être pas bien de faire un parallèle entre le comics et la série télé, mais dans le comics, t'as vraiment beaucoup d'action et c'est très sympa. Et je trouve que tu me donnais ton avis sur la série télé, c'est que je trouve que j'ai pas retrouvé la même chose parce que dans la série télé, en fait, tu vas vraiment t'intéresser aux relations. Il y a qu'un film, un film, c'est pas une série. Il y aura un deuxième. T'as vraiment une relation avec les personnages qui est très très différente finalement que ce que tu peux avoir dans le comics. Je me suis vraiment régalé dans les deux. Les deux m'ont plu, mais pas pour les mêmes raisons, clairement. Votre avis, les gens ? Je dirais la même chose que toi, et j'avais un petit peu peur en fait en lisant le manga, parce que le comics, pardon, parce que le film avait putain, je vais y arriver. Il est devenu fan de manga en fait. Le film m'avait beaucoup plu parce que justement on prend le temps d'expliciter les personnages, leurs relations et il y a une trame d'action tout autour, mais en fait c'est quand même vachement centré sur les personnages et leurs relations. Et j'avais un petit peu peur qu'en bouquin, ça soit plus compliqué à rendre ce dosage-là, avec une demande, je suppose, de l'éditeur et du lectorat pour plus d'action. Ben, en fait, ça marche. Voilà. Effectivement, c'est plus éloigné du film, c'est un parti pris différent, mais ça fonctionne extrêmement bien. Et du coup, j'ai vu le film en premier, j'ai lu les 2 bouquins, j'avais qu'une envie, c'est de lire la suite, et je suis retourné voir le film. C'est des choses différentes, c'est les mêmes personnages, mais ça raconte différemment les choses. Et les 2 fonctionnent très bien ensemble. Je trouve que c'est 2 points de vue différents du même univers. Et les deux sont probants. Je sais pas si c'est quelque chose... alors, ce que tu parlais sur le côté pathos des personnages, effectivement, il y en a un peu. On voit que ça reste un des sujets. Mais moi, ce que j'ai reconnu dans la patte de Greg Rucka, c'est le côté espionnage. Ce qu'il a fait dans Queen and Country, voilà, c'est ce côté-là qu'on ressent très fortement. On suit des mercenaires, mais plus que les scènes d'action qui sont en général assez vite
détaillé, c'est le côté jeu de pouvoir, espionnage, trahison, enquête sur ce qui a pu se passer, etc., que je trouve très très bien raconté, qui marche très très bien. Pour moi, c'est un des points forts de Greg Rucka à ce niveau-là. Le côté un peu polar aussi. Il a pu l'utiliser, on parlait de Coup Country, mais il l'a fait aussi sur du Daredevil, il l'a fait sur plein de très bonnes séries un peu noires en comics. Et ce côté même qui se veut assez réaliste, même s'il reste ce mystère de l'immortalité, qui à la fin du tome 2 y est toujours. Et pour revenir sur le dessin, moi je dis que quand même, le dessinateur, quand il dessine une rue de Marseille, on la reconnaît. C'est vrai. Donc quelque part, c'est qu'il assure, il s'est bien documenté. Je ne sais pas s'il est venu, et aussi quelque chose qui est étonnant pour quelque chose d'américain, c'est que ça reste une bande dessinée qui fait voyager. C'est très international. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, comme dans beaucoup de trucs d'espionnage, se contenter de faire se situer l'action aux États-Unis. Là, on voyage à travers le monde entier et ça rajoute une note de réalisme sur notre société que dans beaucoup de BD, on va dire un peu dans le même style américaine, on perd parce que souvent, ils se contentent de rester chez eux. Voilà, il y a vraiment de la géopolitique dans ce bouquin et je trouve ça très très bien foutu. Moi, j'ai trouvé ça très très bien écrit. Complète. Quelque chose à rajouter ? Non, vous avez tout dit. J'attends la suis suite pour d'accord un avec coup de tout cœur. ça. Voilà, on attend la suite peut-être pour un coup de cœur, si suite il y a. En tout cas, oui, c'est bien écrit, c'est bourré de chouettes surprises et on attend vraiment de pouvoir en voir plus, quoi. Alors, sur le comics aux États-Unis, est-ce qu'il y a déjà une suite qui a été faite ou pas ? Je ne sais pas du tout. Ce que j'allais te dire, je pense que du coup, la série Netflix se rattrapera, à mon avis, le comics avant qu'il soit sorti. Alors, Ouais. La série de films, il y a un deuxième film qui est sorti. Je ne sais pas si le premier film parle des deux bouquins ou il se concentre sur le premier seulement. Non, il se concentre. Alors, parce que chaque arc reste quand même assez indépendant. Oui et non. D'accord, ça va un peu plus loin. Ça va un peu plus loin. Parce que chaque arc, là, ce qui est intéressant, c'est que chaque arc est vraiment indépendant. On finit le tome 1, on pourrait s'arrêter là, c'est pas grave. On finit le tome 2, on pourrait s'arrêter là, c'est pas grave, quoi. Non. Si on veut en savoir plus. Si, Ah non, il faut la suite, là. Tu peux pas finir le 1 sans passer au 2. Et là, ils font chier parce qu'on n'a pas le 3. C'est ça. Pour info, le film sur Netflix sera en 2022. Ok, donc The Old Guard, les tomes 1 et 2 chez Glénat pour 17,50 €. Et non. Non, on se fait spammer sur le chat du Twitch. Il y a des mecs qui mettent leur propre pub et tout. Ouais, c'est ça. J'hallucine, quoi. Sur Actu BD, pour parler du dernier Corto Maltese. Ah oui, c'est le Corto Maltese où il y a une fille à poil avec des gros seins. Non, Attends, tu me dis ça, du coup, je suis obligé d'ouvrir le lien. C'est normal, c'est du Bastien Vives. Donc... mais oui, c'est vrai. C'était trop facile. Bref, là, on va parler d'autre chose. Nous allons parler de Capricorne d'Andreas. L'intégrale, le tome 1, prévu en 4 tomes pour l'intégrale. Enfin, déjà sorti les 4 tomes, il faut que je rattrape mon retard. C'est chez Le Lombard, c'est pour 29 €. Et il est temps pour moi de me mettre un timer. Alors, mais qu'est-ce que donc que Capricorne ? Andreas, on en a déjà parlé, parce qu'on a déjà parlé de Rourke comme bande dessinée, et Capricorne est un spin-off qui va s'adresser à un personnage secondaire qui apparaît dans Rourke, qui est une sorte de détective, astrologue, un peu bizarre, très perché dans l'occulte. Là, on commence vraiment de zéro. Se réveillant amnésique aux abords de New York, c'est des moires vagabondes, vraiment côté moire, c'est des hobos à l'américaine, mais qui peuvent lire l'avenir et le passé car ils ont été oubliés de tous, qui révèlent à Capricorne le nom qu'il va porter. Ils lui disent tu es Capricorne, mais je m'appelais pas comme ça, mais si maintenant tu t'appelles comme ça. Et c'est super alambiqué comme phrase, mais on va quand même parler d'une BD qui met en scène un héros qui devient riche en moins d'une histoire, en héritant d'une bibliothèque ultime, tout en luttant contre des monstres électriques, des organisations criminelles occultes, en chassant des sources d'énergie mystérieuses et en croisant des femmes fatales au pouvoir ineffable. C'est un peu ce côté-là. On va suivre les aventures de Capricorne, qui donc c'est l'astrologue détective, qui démarre sa vie de personnage de BD en enquêtant sur la chute d'un dirigeable et l'incendie d'une librairie. Tout simplement. On est vraiment, d'un point de vue du scénario, je dirais que Rourke, on était dans le mystère Lovecraftien, avec Rourke. Là, on est vraiment sur le mystérieux Capricorne, avec tous les codes du pulp, notamment du Shadow. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Andreas se rapporte beaucoup à Jean Ray aussi, qui a fait pas mal d'histoires fantastiques, de nouvelles fantastiques, vraiment très très cool. Et il en suit aussi le mode d'écriture. On voit qu'il crée des tonnes de pistes d'énigmes, d'intrigues, sans savoir forcément où elles vont le mener.
Et ça, il l'a lui-même avoué en interview. Hein. Et finalement, il va réussir à tout relier dans une apothéose pleine de révélations. On va apprendre plein de choses sur les personnages, sur le passé. Cette première intégrale va surtout s'intéresser un peu à la création du personnage de Capricorne et aussi à toutes les zones d'ombre qu'il y avait dans Rourke, qui vont être là fouillées en détail, sans pour autant que Rourke soit indispensable à avoir lu pour l'apprécier. Au niveau du dessin, on est dans une minutie de malade, parce que Andreas, il va dans le petit trait, il en fait des tonnes, il joue sur des perspectives, il taille un peu ce personnage à la serpe, mais il évite les angles brisés, sauf pour les décors, les villes, etc. Il a une narration qui est un bijou d'inventivité, un fond qui rejoint la forme, et même si dans les premiers tomes, les expérimentations restent assez légères. Là, ils sont en train de regarder, genre, j'ai pas mis le timer. Mais oui, t'as pas mis le timer, c'est pas possible. Si, il y est, je suis désolé, j'en suis à 2,44. Au niveau de l'édition, je regrette le format, qui est un peu plus petit que les intégrales de Capricorne. Et puis, de Rourke, pardon. Mais surtout qu'ils mettent la pression alors que je suis bon dans le timing. Mais surtout le côté noir et blanc, parce que parfois, il y a certaines références au fait qu'il y ait de la couleur. À un moment donné, ils disent « Ah, on voit la lumière au fond du tunnel ». Et puis, toi, tu vois un truc blanc, mais c'est pas de la lumière, c'est pas très clair. Il y a quelques passages comme ça où on sent que la couleur était quand même prévue à la base. Et puis surtout que je sais que dans les tomes d'après, Andreas joue avec ce jeu sur la couleur, sur le noir et blanc, où à un moment, il y a tout un épisode qui se passe dans la neige, où il y a quasiment pas de couleur, et qui contraste pour le coup avec les couleurs qu'il y a dans les autres tomes. Là, je sais pas, ça va se perdre, forcément. Et je trouve ça un petit peu dommage à ce niveau-là. En conclusion, pour moi, Capricorne, c'est vraiment une très grande œuvre qui s'est imprégnée d'une époque. Donc là, les années 20 pour rester assez intemporelles. Même si parfois, je trouve que la complexité de l'intrigue peut un peu perdre le lecteur, parce que ça part dans tous les sens, il y a des tonnes de sous-intrigues, etc. Ou bien alors encourager une relecture. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'irais. Pour les joueurs de jeux de rôle, je dirais que Capricorne, c'est à Rourke un peu ce que le jeu l'appelle de Cthulhu et à l'œuvre de Lovecraft. C'est beaucoup plus péchu et j'ai vraiment pris un grand plaisir à le lire. Voilà, moi, je ne saurais que le recommander. Je vais maintenant vous demander votre avis, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. On parle de ta chronique ou Excusez-moi les gars, mais j'étais dans les timings. Hein, faites pas chier. Ouais, mais je trouve que c'est ça qui est dingue, c'est que j'avais l'impression que ça faisait Pardon. Et c'est pas bon signe. Hein. Ouais, mais c'est pas bon signe. T'es d'accord? Ouais. On vote, on le démet de ses fonctions. Non, ou alors, lui, il a un timer spécial plus court, parce que ça m'a vachement Vous pourrez analyser l'émission et l'écouter. Maintenant, parlez-moi un peu de ce que vous avez pensé de Capricorne. Qui veut prendre la parole? Je vais commencer. Écoute, donc Andrea, tu m'avais fait ça, tu m'avais fait découvrir ça avec Rourke. Du coup, je découvrais. Je suis épique celui-là. Oh la vache. Je découvrirai. Je commence à parler comme mes élèves, c'est tendu quand même. Faut peut-être que j'arrête les petits, faut que je monte peut-être en gamme. Peut-être CM2 sera mieux l'an prochain. Alors, j'ai des mineurs. Hein. Ouais, quand même. J'en ai un timer, mais. 2 secondes, je vais m'en remettre de celle-là. Donc, j'ai découvert Andreas avec toi. Du coup, j'ai découvert excuse-moi, je vais le surnommer l'homme aux petits traits. Parce que je pense quand même que Andreas est un maniaque des traits et il en fait partout dans ses dessins, mais des trucs de malade. À la limite de la gravure. Oui, voilà, c'est too much, mais ça a de suite une touche, un rendu graphiquement qui est... Tiens, j'en mettrais bien un petit là. Ouais, et puis là aussi. Et puis là-bas. Ces immeubles, on dirait que ça a été dessiné par les assistants d'Otomo. Sauf que là, il est tout seul, lui. C'est ça qui est grave. Après, au niveau des histoires, je trouve que ça fait très daté. Moi, j'ai trouvé que le Capricorne, donc, que du coup, j'ai découvert dans Rourke, et là, quand tu me l'as ressorti, il a fallu quand même que je mette du temps pour le resituer. Le début est laborieux. Après, quand il commence à avoir, on va dire, son affaire qui tourne, et que tu es vraiment donc, juste dans les enquêtes, c'est intéressant, mais le début de Capricorne est vraiment quand même très, très, très... C'est lourd, voilà. Je pense qu'il pose beaucoup, justement, tout ce que je disais, ces lignes de mystère qui, pour le moment, tu comprends pas grand-chose. Tu sais, quand tu vois les gars qui montent les cartes au début, tout s'explique après, mais au début, tu dis oui, bon, ils en font un peu des tonnes, quoi. C'est ça. Mais ensuite, je suis d'accord que tu as un rythme qui se crée et c'est très agréable. Et voilà, je dirais que tu restes toujours de... Moi, j'étais quand même très admiratif du travail d'Andreas, où tu te dis, putain, le mec, il maîtrise tout de A à Z, quoi. Et t'as pas de creux, tu vois ce que je veux dire. Il te fait un dessin qui est vraiment classe et t'as une narration qui suit le truc
peut-être un peu lente au début parce qu'il faut faire sa mise en place et ça m'a pas enthousiasmé des masses. Il a fallu un peu que je me secoue pour continuer parce que franchement j'avais pas envie et finalement tu te prends au jeu quoi. Donc non, Capricorne, une bonne redécouverte pour un vieux truc. Ouais, c'est pas ma cam à la base. J'ai pris du plaisir. Effectivement, comme Mathieu, au démarrage, c'est laborieux et pourtant, c'est pas laborieux parce que c'est vide ou que ça tourne en rond, c'est laborieux parce qu'il y a plein de choses et on voit pas où ça va. Mais après, effectivement, je rejoins complètement Mathieu, ça se met en place. On trouve son rythme, c'est un petit peu comme un jeu de cartes. On a l'impression qu'au début, on a plein de cartes totalement décousues et petit à petit, on construit son jeu et au fil du temps, c'est une belle métaphore parce qu'au début, ça commence par des cartes qui vont lui montrer ce qui va lui arriver dans l'avenir. Joli. Et au final, il se retrouve avec un jeu où même lui, il est à l'aise. C'est-à-dire qu'au départ, il débarque dans un espèce de monde où finalement, on a l'impression que c'est un nouveau-né, adulte, mais c'est un nouveau-né. Il est même rebaptisé. Il ne faut surtout pas qu'il réutilise son précédent patronyme. Et voilà, là, ensuite, il est relativement rapidement à l'aise et en place et ça fonctionne bien. Donc, effectivement, ça a pris un petit coup. Il y a quelques poils blancs par-ci par-là de vieillesse, mais globalement, ça fonctionne pas mal. Tu as jeté un œil, Guillaume ? J'ai pas fini de lire l'intégrale encore, j'ai fait à peu près les 3 premiers tomes, l'équivalent des 3 premiers tomes. Oui, t'as de l'avance sur nous déjà. Non, je parle dans l'intégrale. Des 3, oui, premiers. Mais oui, je prendrai le temps de suivre parce que je connaissais pas du tout, très honnêtement, Andreas, je connaissais pas du tout ni Rourke ni Capricorne. Et belle découverte pour un truc qui effectivement a peut-être un petit peu vieilli, mais pas dans le mauvais sens du terme. J'ai envie de dire que ça amène un peu au contraire la patine. Franchement, ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai ouvert. Le dessin justement trop précis m'a un petit peu rebuté au début. Et puis en fait, l'air de rien, tu te prends à l'histoire et très rapidement le rythme s'accélère et pour arriver à quelque chose de plus sympa. Et un peu moins laborieux, même si il continue à en mettre des tonnes de partout. Il n'y a pas une histoire sans 2-3 mystères en plus. Hein. Des fois, il en résout un. Mais la préface nous a prévenus, donc ça va. Oui, vous aurez toutes les réponses, ok. On reste sur les intégrales qui sont quand même aussi un petit bagage en préface qui t'explique un peu le contexte, qui remet le contexte dans l'époque. Et c'est vrai que je pense que pour l'époque, c'était une BD qui était très novatrice, quand elle est sortie en tout cas, qui maintenant a peut-être pris un petit coup de vieux, mais qui reste, je trouve, assez fraîche sur certains points. Quoi. Je suis d'accord, les explications de préface sont vraiment utiles. Oui, ça te replonge dans l'histoire et tu fais confiance à la suite du scénario. Voilà, tu sais que c'est abouti et tu sais où ça va et tu sais que ça se Pour le coup, effectivement, j'essaierai de les choper en couleur plutôt. Oui. Parce que ça aidera peut-être la lecture, effectivement. Et version couleur. Pas des intégrales, pas des intégrales. Mais ça doit être encore dispo à l'unité. C'était aussi Andreas qui faisait la couleur. Non, c'était... j'ai oublié son nom. Parce que, il faisait le ménage dans le studio. C'est une grande coloriste dont j'ai oublié le nom. Il n'avait pas de vie sinon, quoi. Non, mais très bonne coloriste. C'est la coloriste de Rourke. Elle est Rourke là, si tu veux regarder, il y a son nom dedans, j'ai oublié. Mémoire, c'est vers là-bas, mais oui, ils sont là, je les vois écrits en gros. Là. Et je vérifierai, mais ça doit être disponible toujours. C'est à côté des BD d'architectes, il y a Squeeted, c'est peut-être Isabelle Cochet. Isabelle Cochet, c'est ça. Voilà. J'ai plus besoin de me lever. Allez, on peut passer à la dernière rubrique. Ah oui, non. Un œil sur Ted Lasso. Nouveau jingle encore. 2 jingles dans la même saison, les gars. Non mais attendez, je fais des efforts. Attends, il a mis quand même, pendant 2 ans, il a rien foutu, il a tout fait en 2 jours. Et puis il a chopé Barry White. Oui. Merci les changements de ton sur ta voix. Bref, Ted Lasso. Alors, je vais vous parler d'une bande dessinée, je suis encore dans la bande dessinée, d'une série télé difficile à voir car elle est sur Apple TV+. Mais si vous Bonsoir avez des messieurs, amis, dames, merci pour l'émission. Si on vous se avez des retrouve amis qui la ont semaine Apple prochaine. TV+, ils peuvent peut-être vous donner un accès pour que vous puissiez la regarder. C'est un peu ce que j'ai fait d'une certaine manière. Et pourtant, Ted Lasso, c'est une série qui n'était pas du tout faite pour moi. Mais vraiment pas du tout faite pour moi. Je l'ai, le petit joueur de flûte d'âme là. Parce que c'est une série qui parle de Jean-Michel Blanquer Non, excuse-moi. Il faut être précis. Ça parle de soccer. de soccer. Et on va y venir en détail. En gros, c'est une série qui a été coproduite par Bill Lawrence, qui avait fait Scrubs juste avant. Donc déjà, pour moi, c'était un bon signe. C'est une série comique dont on m'avait dit que les personnages étaient super bienveillants et sympathiques. J'ai fait, tiens, c'est étonnant. Et que c'était super. Alors, il a fallu que je teste. En gros, on a Ted Lasso,
qui est entraîneur, coach d'un club de football américain, universitaire, qui a eu des petits succès dans le monde universitaire, et il se fait recruter par une équipe de soccer londonienne pour être coach. Sauf qu'il n'a jamais joué au soccer, au foot. Il ne sait pas du tout ce que c'est. C'est juste pas crédible. C'est juste pas crédible, mais en fait, on apprend qu'il a été... Alors, équipe fictive londonienne, mais c'est une équipe qui... Voilà, c'est comme Manchester, quoi, tu vois, c'est pour mettre l'idée. Et sauf que, enfin, je dis ça, mais je sais pas, parce que j'y connais rien en foot. Bref, j'ai appris plein de choses sur le foot dans cette émission. Genre que les stades n'avaient pas tous la même taille, tu vois. C'est un truc de fou, je savais pas. Que les terrains de foot n'étaient pas normés. Oui. Ouais. J'ai fait, mais c'est n'importe quoi. Ted Lasso aussi, il fait, c'est n'importe quoi. Je savais pas. Il faut que tu aies des fourchettes, en fait. Voilà. C'est normé, mais c'est des fourchettes. Voilà, c'est normé au foot. C'est des fourchettes. Voilà. Fourchettes c'est comme les blessures, c'est normé. Des râteaux. Ouais. Voilà. Bref, pourquoi est-ce qu'il a été embauché ? Parce que la propriétaire du club a hérité du club suite à son divorce avec son mari, qui la trompait dans tous les sens, qui est joué par celui qui jouait Giles. Dans tous les sens. Qui jouait Giles, d'ailleurs, il est joué par l'acteur qui jouait Giles dans Buffy. Il l'a trompé avec des trucs dans tous les sens. Voilà. Pas avec ça. Et que, comme c'est le dernier truc que lui aime de ce qu'il a abandonné à sa femme, elle a décidé de couler son club. Et donc, alors, juste, si vous voulez, vous pouvez avoir un petit film américain qui retrace à peu près la même histoire. Alors maintenant, on ne peut plus dire le mot, donc c'était l'équipe de baseball de Cleveland. C'est un film avec Charlie Sheen et Tom Berenger qui s'appelle donc parce que ça n'existe plus désormais, parce que Whoopi n'existe plus non plus. Tu peux le dire aussi. Je peux le dire aussi. Ouais, bon, c'était les Indians, parce qu'en fait, même leur petit symbole, il n'existe plus, c'est plus politiquement correct. Et c'était exactement le même scénario. Sauf que là, du coup, la meuf, elle a hérité du club de Cleveland. Et en fait, si l'équipe est trop nulle, elle peut déménager en Floride, parce que franchement, le climat de Cleveland, ça la saoule. Bref, Ted Lasso, ça, quand même, hein. Bref, Ted Lasso arrive avec son pote Bird, qui lui a lu les règles dans l'avion, et qui est coach aussi, et se trouve dans une équipe avec, je pense, tous les poncifs. Le vieux qui a joué à Manchester à une époque, maintenant qui est un peu vieux, mais qui est très très bon. Gars super sombre qui parle pas, et le petit jeune qui se la pète, qui est très très bon, mais qui est un petit jeune de la con qui a tendance à pas faire de passe, parce que c'est lui le héros, faut qu'il fasse les actions, tu vois. Et à côté de ça, t'as Ted Lasso qui arrive plein de bonne humeur, plein de bonne volonté, il est super bienveillant tout le temps, il apprend les règles du foot, par exemple, il est surpris, il apprend qu'on peut faire match nul. C'est un truc de fou, quoi. C'est un sport, on peut faire match nul, mais il dit, mais c'est pas possible, on peut pas faire match nul dans un sport. Il y a des gagnants et des perdants. Voilà. Donc, bref, c'est très très drôle, c'est très bien écrit, mais c'est aussi ce que j'appelle ces petites... On voit le côté Bill Lawrence. C'est ces séries comme Scrubs, où tu ris beaucoup. Et puis au bout d'un moment, d'un coup, tu te prends ton petit retour de bâton dans la gueule et t'as la petite larme qui arrive. Parce que c'est écrit avec une finesse. Les personnages sont tous plus attachants les uns que les autres. Même la bonne femme qui a embauché Ted Lasso, qui au début a l'air d'être un peu une connasse, il lui amène des gâteaux tous les matins et ils sont trop bons. Et elle sait pas comment il les fait. Elle veut savoir où il les achète. Et c'est beau. Voilà. Ted Lasso sur Apple TV+, c'est franchement un petit bijou. Il y a 2 saisons actuellement. Actuellement, il passe un épisode par semaine. La 2e saison est bientôt finie. Et ça a fait un carton aux Emmy Awards cette année. Du coup, si vous voulez faire aussi, si vous voulez le regarder, vous demandez en MP à OneIPA, c'est code Apple TV, il vous les passera sans souci. Non, je fais pas ça parce que tu comprends, il y a ma carte bleue sur Apple. Je suis entièrement d'accord, Steph. Les matchs nuls en NFL existent, mais leur rareté fait que quand même, c'est compliqué qu'il y en ait. On en a ces dernières années, on en a de plus en plus, mais si tu en as un en saison régulière, c'est déjà une grosse année. Ouais, c'est rare. Hein. Voilà, c'est quand même très très rare. Donc oui, ça peut arriver, c'est vrai. Au tennis, ça aurait raccourci vachement de matchs aussi. Le match nul au tennis, c'est quand même compliqué par contre. Mais c'est ce que je te dis, c'est que si on avait accepté le match nul au tennis, il y a des matchs qui auraient, au lieu de durer 8 heures, ce serait arrêté vachement plus tôt. Ce serait plus simple de programmer Roland Garros aussi. Eh bien, merci les amis de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. On espère vous revoir très bientôt, dans quelques minutes pour ceux qui nous suivent en live sur Twitch. La semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent en podcast.
N'hésitez pas à vous abonner à notre émission si vous la découvrez au hasard d'une chaîne de podcast. Et puis n'hésitez pas à aller sur notre Discord par exemple pour nous donner vos conseils de BD. On a acheté quelques conseils qu'on nous a donnés qui étaient pas mal, il va falloir qu'on en parle très bientôt. On a plein de choses à revoir sur notre Tipeee parce qu'en fait on l'a fait il y a très longtemps sans jamais y toucher, il est très mal foutu, mais on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus cohérent et crédible vis-à-vis de ce qu'on est censé vous offrir quand vous nous donnez des sous. Mais quoi qu'il en soit, on vous offrira toujours de superbes émissions à la diction parfaite et où je ne mange pas ma langue quand je veux finir. Au revoir, ciao. À bientôt. Au revoir les gens et bon courage. Ouais, bonne nuit.